Hey hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à une autre capsule en fait. La dernière capsule si on veut avant l'examen. Sur le chapitre 2. Vous savez, on a vu les transformations de la matière. Alors, on va y aller sans plus tarder avec ce qu'on a vu en premier. On sait qu'il y en a deux types de transformations principales. En fait, on a vu qu'il y avait des transformations physiques et aussi on a vu qu'il y avait des transformations chimiques. Ça, c'est les deux que tu devrais savoir. Si tu te rappelles pas de ça, ça va pas bien. Donc, il faut absolument que tu saches faire aussi la distinction entre physique et chimique. Donc, on va commencer avec les changements physiques. En fait, c'est quoi un changement physique? C'est simplement une transformation qui ne change pas la nature d'une substance. Ça veut dire qu'on a les mêmes molécules avant et après la transformation. Par exemple, comme j'avais donné en classe l'exemple, si on prend une feuille de papier, on la chiffonne tout simplement. Ce qu'on a avant et après, c'est encore la même feuille de papier. On n'a pas changé la nature des molécules, ça reste du papier avant et après la transformation. Au même titre que si, par exemple, on prenait de l'eau et on décidait de le mettre au congélateur pour congeler cette eau-là, eh bien l'eau, qu'elle soit congelée ou qu'elle soit liquide, en fait à l'état solide ou liquide, ça va être de l'eau. Donc c'est un changement qu'on dit physique, parce qu'on a les mêmes molécules avant et après. Donc, pour englober tout ça, on va dire que la nature de la substance ne change pas. Sa nature, ça veut dire qu'est-ce qu'elle est fondamentalement. Et aussi, on va se rendre compte que la substance est composée des mêmes molécules avant et après la transformation. Donc, c'est exactement ce que j'ai dit, par exemple, avec l'eau. Donc, on a H2O, peu importe s'il est solide ou liquide, eh bien, ça reste tout de même une molécule d'eau. Alors, on va voir aussi des exemples de changements physiques. En fait, c'est pas vraiment des exemples, c'est plus des indices pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé. En fait, si on a un changement de forme, par exemple, je prends une coupe de vin, je l'échappe par terre, elle se brise en plein de morceaux. Bien, peu importe la quantité de morceaux qu'on a, ça reste toujours du verre. Donc, ça reste toujours la même matière. Mélange ou séparation de mélange, ça peut être un petit peu plus compliqué à se retenir ou à se rappeler. C'est simplement, en fait, lorsqu'on prend, par exemple, du sucre ou du sel et on va le mélanger dans l'eau, puis on va brasser, puis ça va se dissoudre tout simplement. Donc, c'est ça. On peut évaporer après ça notre liquide, puis on retrouve dans le fond de notre verre le sucre ou le sel qu'on avait mis auparavant. Donc, on peut revenir en arrière. C'est une autre chose qu'on va voir dans la prochaine diapositive. On va dire que c'est des situations qui sont réversibles. On peut revenir en arrière. Il y a aussi une autre chose, par exemple, l'exemple que j'avais donné avec la glace, changement d'état. Si on met de l'eau dans le congélateur, ça va devenir de la glace. Ou encore, si je prends de l'eau et je la fais bouillir, eh bien, ça va faire des molécules quand même d'eau, ça va être juste de la vapeur d'eau. Donc, on a un exemple ici quand vous faites bouillir de l'eau, par exemple. Donc, c'est simplement un changement de phase. On a quand même les mêmes molécules avant et après. Donc, typiquement, là, c'est les trois façons de reconnaître un changement physique. Donc, comme je disais tantôt, c'est des changements qui sont dits réversibles. Donc, c'est un mot qui est un petit peu plus compliqué à retenir, mais je vous conseille de savoir avant tout c'est quoi que ça veut dire. Donc, réversible, tout simplement, c'est qu'on peut revenir à l'état initial ou l'état du début. Euh, on va dire que le plus souvent possible, là, on peut toujours revenir en arrière quand c'est un changement physique. Pour certaines réactions chimiques, on a aussi des situations de réversibilité. Mais là, moi, ce que je veux que vous reteniez principalement, c'est que le plus souvent qu'on a des transformations réversibles, c'est dans des changements physiques. Donc, si on prend un exemple, on peut prendre l'exemple de l'eau, par exemple. Donc, on peut revenir d'un état à l'autre. Ce qui est intéressant de remarquer, comme je vous avais montré en classe, là, c'est simplement qu'on a toutes les catégories ou toutes les façons de représenter l'eau. En fait, vapeur, tous les états de l'eau, pardon. Donc, l'eau liquide, la glace, la vapeur. Et où est-ce que vous voyez, là, en haut à gauche, il y a une espèce de pointillé, donc c'est entre l'eau liquide et la glace. On peut avoir quelque chose de très intéressant que je vous avais montré en classe. C'est simplement, en fait, l'expérience avec la bouteille d'eau. Je ne le passerai pas ici, parce qu'on l'a déjà vu. Puis je mettrai les liens sur le site si jamais vous voulez les revoir. Il n'y aura pas de problème pour ça. Donc ça, c'est ce qu'on a vu principalement pour les changements physiques. Pour les changements chimiques, euh, c'est principalement la même définition à une exception près, c'est que la nature de la substance va changer. En fait, euh, la raison pour laquelle on fait des changements chimiques ou on fait des transformations chimiques, c'est pour obtenir des molécules différentes après la transformation. Donc c'est pour créer
ou transformer des molécules. Donc, ce ne sera pas les mêmes molécules qu'on a avant et après la transformation. Okay? Donc, les molécules, on va savoir aussi qu'ils ont différentes propriétés si on change de molécule, absolument. Donc, en résumé, c'est simplement dire que la nature de la substance est changée ou modifiée. Et la substance qu'on avait au départ ne sera pas la même après la transformation. Elle va avoir des nouvelles propriétés caractéristiques. Donc, des exemples de transformation chimique, vous pouvez en voir tous les jours. Par exemple, si vous faites un feu, si vous allumez une allumette, c'est une transformation chimique. Ça s'appelle même une combustion. Un autre exemple, on pourrait avoir la corrosion. Par exemple, un véhicule qu'on laisse longtemps sous la pluie ou dans des milieux humides, on va voir apparaître en fait des taches de rouille. C'est ce qu'on appelle la corrosion. Synthèse, c'est par exemple tout quand on fait de la fabrication de nouvelles molécules, par exemple quand on conçoit des médicaments, quand on fabrique toutes sortes de choses en fait. Et on a aussi la polymérisation qui est un peu la même chose que la synthèse, c'est simplement qu'on va polymériser, on va former des molécules qui vont être identiques, qui vont faire des chaînes de polymères. Par exemple, c'est ce qu'on retrouve dans les sacs de plastique, ceux qu'on utilise à l'épicerie ici là, ou partout ailleurs. Et ça, c'est la vidéo que j'avais regardée en classe. Je mettrai le lien aussi sur Internet. Donc, pour les changements chimiques, ce qui est important de se rappeler, c'est que contrairement aux changements physiques, ceux-ci sont la plupart du temps irréversibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc, c'est exactement ce qui est écrit là. Par exemple, c'est pas possible de refaire une bûche de bois avec la fumée et les cendres qu'on obtient par la suite. Donc, quand on brûle un morceau de bois, c'est plate, mais on ne peut pas revenir en arrière pour recréer la matière qu'on avait au début. Donc, on fait la transformation et c'est terminé. Donc, dans les exemples de changements chimiques ou dans les indices pour savoir, ça c'est important de les savoir. Il y en a 5 à connaître. Le premier, changement de couleur. Aussitôt que vous allez voir un changement de couleur, c'est un indice qui vous dit qu'on a un changement chimique. Dégagement de gaz ou effervescence, c'est un autre mot qu'on utilise. Dégagement de gaz, mais là, il faut faire attention. Par exemple, si on fait bouillir de l'eau, il y a un dégagement de gaz, mais ce n'est pas un changement chimique, c'est un changement physique. Donc, la plupart du temps, par exemple, si on prend l'exemple du feu, ben, nos bûches de bois au départ vont changer de couleur, ils vont même noircir. Il va y avoir un dégagement de gaz parce que ça crée de la fumée. Il va même avoir dégagement ou absorption de chaleur. Dans le cas du feu, on a un dégagement de chaleur. Il va même avoir émission de lumière. Donc ça, on a les 4, par exemple, si on parle d'un feu. Et ces 4 indices, en fait, qu'on peut trouver dans toutes sortes de changements chimiques. Si on prend différents exemples, vous allez voir, par exemple, si on laisse une pomme qu'on a croquée dedans sur le comptoir, ou des bananes qu'on laisse mûrir trop longtemps, ben, on observe changement de couleur, et c'est pas mal ça. Ensuite, il y en a un dernier qui est un peu plus difficile peut-être à comprendre, mais qui est un peu plus rare à retrouver, mais c'est formation d'un précipité. Vous allez voir dans votre livre, là, vous avez un exemple, c'est par exemple, on mélange 2 liquides, et là, il va se former un solide dans l'endroit où est-ce qu'on a mis nos 2 liquides en solution. Donc, les 5 changements chimiques sont à connaître. Vous allez devoir m'indiquer, par exemple, pour un type de transformation chimique, quels indices vous permettent de dire que c'est bel et bien un changement chimique. Donc, apprenez-les et comprenez-les. Je vous invite à faire des exercices d'association, ceux-là. Donc, on va les faire ensemble. Le bois, prends-toi une feuille de papier, fais pause sur la vidéo et vas-y un par un. Donc, le bois noirci en brûlant. Quel indice qui nous dit en fait si c'est un changement physique ou chimique? Ben, le bois noirci en brûlant, c'est un changement chimique. Pourquoi? C'est quoi l'indice? En fait, le bois noirci, donc c'est un changement de couleur. Un feu de camp qui dégage la chaleur, on sait que c'est un changement chimique, mais c'est quoi l'indice qui permet de savoir ça? Ben, c'est le dégagement, tout simplement, de chaleur. Ou dégagement ou absorption de chaleur, si vous voulez tout l'écrire, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas qui nous intéresse ici, c'est dégagement de chaleur. Le magnésium émet une lumière forte en brûlant, ben, c'est encore un changement chimique. Et l'indice qui nous permet de dire ça, c'est l'émission de lumière.
Vous remarquez aussi souvent, là, c'est souvent écrit dans l'énoncé, il faut simplement le remettre dans un verbe à l'infinitif pour retrouver l'indice qu'on a vu dans les diapositives précédentes. Un feu dégage de la fumée, ben, c'est un changement chimique, puis l'indice qui nous permet de savoir ça, ben, c'est dégagement d'un gaz. Le compost dégage de la chaleur durant sa décomposition, ben, ça c'est dégagement de chaleur. Une pomme coupée, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, c'est un changement de couleur qui nous permet de dire que c'est un changement chimique. Donc pour 2.1, ça fait pas mal le tour. On a vu après ça la conservation de la matière. Donc en chapitre 2.2. On a vu aussi que les changements physiques et ou chimiques modifient toujours ou presque l'apparence de la matière de différentes façons, mais de manière macroscopique ou ce qu'on est capable de voir avec nos yeux, il y a un changement qui se crée, peu importe si c'est une transformation chimique ou physique. Mais il y a une chose qui ne change jamais, c'est les atomes. Donc, comme on l'a vu en classe, les atomes restent les mêmes, peu importe si on a une transformation physique ou chimique. Là, il faut faire attention, par exemple. Changement physique, on sait que ça va être les mêmes molécules avant et après la transformation. Mais pour un changement chimique, par exemple, ce ne sera pas les mêmes molécules avant et après, mais ça va être toujours les mêmes atomes qu'on va utiliser pour faire les autres molécules après. Donc, durant une transformation chimique ou physique, les atomes restent toujours les mêmes. Okay? Il n'y a pas plus ou moins d'atomes, il y en a autant, c'est juste qu'ils sont agencés autrement. Comme j'ai dit en classe, par exemple, si tu prends un certain nombre de Lego et tu fabriques une maison avec. Donc, tu prends quelques Lego, tu prends une poignée de Lego, tu fabriques une maison. La maison que tu as dans les mains, il faudrait, par exemple, si on prend l'exemple, que tu démolisses ta maison, mais que tu utilises les mêmes blocs que tu as utilisés pour ta maison, puis tu fabriques un autre objet avec, par exemple, un vaisseau spatial. Donc, si tu prends les mêmes blocs avant et après, c'est un peu comme une transformation chimique. Tu prends les mêmes atomes, si on représente les blocs bien sûr par des atomes, tu prends les mêmes blocs ou les mêmes atomes pour faire ta maison, tu défais tout ça et tu refais avec les mêmes blocs un autre objet. Ben, c'est ça qui se passe en fait dans une transformation chimique. Les atomes se dissocient les uns des autres et se réassocient, mais d'une autre forme. Comme c'est écrit juste ici. Donc pour la loi de la conservation de la matière, aussi on a vu qu'il y en avait principalement, il y avait pour la loi de la conservation de la matière, là on a premièrement la conservation de la masse. Ça veut dire que la masse totale des substances qu'on a avant la transformation va être égale à la masse totale de celles présentes après la transformation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple, tu peux prendre chacune des masses des atomes, à les additionner à gauche de la flèche, et tu vas obtenir exactement le même nombre d'atomes, donc exactement la même masse avant et après la transformation. Donc, comme je viens de dire, conservation du nombre d'atomes, on a le même nombre d'atomes avant et après la transformation. Conservation de la nature des atomes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un élément ne peut pas changer avant et après une transformation. Comme j'avais dit en classe, il faut absolument que tu aies les mêmes atomes au départ et les mêmes atomes ensuite. Sinon, ça ne fonctionne pas, c'est pas bon du tout. Il faut absolument que les mêmes atomes soient présents avant la transformation et que ce soit les mêmes qu'on retrouve après la transformation. Donc tu peux compter chaque atome. S'il en manque un après la transformation, ça veut dire que c'est pas bon, ça ne fonctionne pas. Donc il y a une erreur, soit dans la réaction chimique ou c'est ça en fait, il y a une erreur dans la transformation. Si tu n'as pas le même nombre, si tu n'as pas les mêmes éléments avant et après la transformation. Donc si ça ne correspond pas à un des trois que je viens de mentionner, en fait les deux précédentes diapositives, s'il y a quelque chose qui cloche là-dedans, ben c'est sûr que ça ne marchera pas. Pour ce qui est de la conservation des atomes, on va prendre un exemple qui est celui qui est dans votre livre, en fait la combustion du méthane. La combustion du méthane, c'est simplement qu'on fait réagir le gaz avec des molécules d'oxygène. On forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc ce qui est important de savoir, c'est pas de connaître tout le nom de ces molécules-là, c'est simplement de savoir reconnaître chaque atome que vous allez avoir dans votre tableau périodique. Donc à gauche de la flèche, on va retrouver les molécules avant la transformation chimique. La flèche nous dit qu'on a une transformation chimique et après, c'est le résultat qu'on obtient. Donc, après, à droite de la flèche,
on a les molécules, les nouvelles molécules en fait qu'on a formées après la combustion. Donc, en vert, ce qui est important de savoir, c'est qu'on crée de nouvelles molécules. OK? Allons-y. Donc, on va simplement constater qu'avant et après la transformation, si vous avez bien écouté les 3 précédentes diapositives, on est supposé avoir les mêmes atomes avant et après la transformation. Donc, on va regarder à gauche. Qu'est-ce qu'on a? On a un atome de carbone. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je l'ai mis d'une couleur différente. Un atome de carbone. Ensuite de ça, on a 4 atomes d'hydrogène. On les a ici. Et là, ce qui est important de ne pas oublier, c'est qu'on n'a pas 2 atomes d'oxygène. On en a 2, mais il y a un 2 en avant de la molécule. Ça veut dire qu'on a 2 moles. Ça, vous allez le voir plus tard dans votre parcours scolaire. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut faire 2 fois 2 pour savoir qu'on a 4 atomes d'oxygène. Donc, on se rappelle de ça à gauche. Et votre travail, c'est en bon détective, de savoir est-ce que j'ai les mêmes atomes après la transformation. Donc, on va la regarder. Par exemple, j'ai un atome de carbone, vous le voyez, même si c'est une molécule de CO2, puis au départ on avait CH4, c'est le même atome. C'est juste, comme je vous disais, avec les blocs Lego, on a dissocié les molécules, les atomes, on a dissocié les molécules pour former des atomes seuls, et on les a réagencés pour former des nouvelles molécules à droite. Donc, un atome de carbone, c'est bon. On a 4 atomes d'hydrogène, regardez bien, on a H2O. Mais le H2, on en a 2, multiplié par 2, 4. Donc 4 atomes d'hydrogène. Et on a aussi 4 atomes d'oxygène. Regardez bien, on en a 2 sur la molécule de CO2, on en a 2 là. Puis sur la molécule de H2O, on en a juste un, sauf qu'il y a un gros 2 qui multiplie à l'avant. Donc 2 fois 1, 2. 2 plus 2, 4. Donc, si on compare, on a un atome de carbone à gauche, un atome de carbone à droite, 4 atomes d'hydrogène à gauche, 4 atomes d'hydrogène à droite, 4 atomes d'oxygène à gauche et 4 atomes d'oxygène à droite. Donc, on a exactement les mêmes atomes. C'est pas fantastique ça, c'est super. Donc, c'est important de savoir qu'on conserve autant la masse, autant le nombre d'atomes et autant la sorte d'atomes ou la nature des atomes. Donc, c'est les 3 choses à retenir pour la conservation de la matière. On a vu aussi les mélanges et les solutions. Il existe principalement 2 types de mélanges. On a les mélanges homogènes et on a les mélanges hétérogènes. La nature des mots homo et hétéro, homo veut dire pareil ou identique ou de la même catégorie, de la même sorte. Hétéro veut dire différent. Par exemple, homosexuel, hétérosexuel. Eh bien, homosexuel, c'est ceux qui aiment les personnes du même sexe. Hétérosexuel, c'est ceux qui aiment les personnes du sexe différent. Donc, c'est un peu le même principe. On va voir que homogène, ce que ça veut dire dans les prochaines diapositives. Donc, comment qu'on classe ça, en fait, les mélanges homogènes ou hétérogènes? C'est qu'on les classe par rapport à leur phase. Est-ce qu'ils ont une phase ou est-ce qu'ils ont plusieurs phases? Là, c'est important de savoir c'est quoi une phase. En fait, une phase, c'est les différentes parties qu'il est possible de distinguer dans un mélange. On peut les avoir sous les 3 formes, par exemple solide, liquide ou gazeux. C'est pas obligé d'être toujours liquide, toujours solide, toujours gazeux. On peut même avoir des mélanges entre chacun. Par exemple, je vous le donnerai tout à l'heure, mais par exemple, du 7-Up ou une liqueur quelconque, on a 2 phases. C'est dur à boire, mais on a une phase liquide et on a une phase gazeuse qui sont les petites bulles en fait de gaz dans notre mélange. Donc, mélange homogène. Dans un mélange homogène, on peut juste distinguer une phase visible. Ça veut dire que tu vois simplement une phase. Donc, par exemple, de l'eau, c'est homogène. Par exemple, du vin, du jello, même si du jello c'est solide, il peut avoir simplement une phase. Donc, il ne faut pas distinguer autre chose qu'une seule phase. Pour ce qui est d'un mélange hétérogène, vous aurez compris que c'est le contraire. En fait, dans un mélange hétérogène, il est possible de voir différents constituants du mélange ou plusieurs phases. Par exemple, la pulpe dans un jus d'orange, tous les légumes dans notre soupe. Dans des biscuits, on a 2 phases. On a la pâte et on a les pépites de chocolat. Donc, c'est simplement de comprendre ça. Donc, chapitre 2.3, qui n'est pas très compliqué non plus, on finit ça avec les solutions, en fait. Une solution, c'est quoi? C'est un mélange homogène dans lequel on a un soluté. Habituellement, c'est un solide qu'on va dissoudre dans un solvant. On va prendre un exemple classique. Par exemple, tu veux faire de l'eau salée. Ben, ton soluté, ça va être le sel, puis ton solvant, ça va être de l'eau. OK?
Le solvant, je dirais universel qu'on utilise tout le temps, c'est l'eau. À 95% du temps, on va utiliser l'eau comme solvant. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que le soluté, c'est la substance qui se dissout dans l'autre. Regarde bien le code de couleur. Soluté en rouge, là j'ai mis l'autre en bleu qui se réfère à solvant dans mon paragraphe en haut. Donc, le soluté, c'est la substance qui se dissout dans le solvant. Et le solvant, c'est simplement la substance dans laquelle le soluté va être dissous. Donc, on prend un exemple. On va prendre le sel et l'eau. Donc, le soluté, juste ici, notre fameux sel, et le solvant, l'eau. Donc, si vous sursaturez, ça veut dire que si tu mets trop de sel dans ton eau, qu'est-ce qui va arriver? Bien là, ça ne sera plus un mélange homogène, ça va être un mélange hétérogène parce qu'on va voir le sel se déposer au fond de ton verre. C'est simplement parce que tu n'as pas assez une grande quantité de solvant. Le solvant n'est plus capable d'emmagasiner le soluté en présence, tout simplement. Donc, c'est ce qui fait pas mal le tour des chapitres 2.1, 2.2, 2.3 pour l'examen. Alors, il ne vous reste plus qu'à re-regarder encore une fois vos exercices et relire vos notes ou visualiser cette vidéo-là autant de fois que vous voulez. C'est gratuit. Profitez-en. Donc, sur ce, bonne étude.